La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous accueillons une personnalité qui vient nous apporter son témoignage sur l'apport des sciences comportementales dans les dispositifs de prévention et de promotion santé. Ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Omar Belloussif du groupe La Poste. Bonjour. Bonjour. Omar Belloussif, pour vous présenter, vous êtes médecin. Oui. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, sur le traitement notamment de pathologies diverses et les parcours de soins et l'accompagnement des patients. Et depuis 2018, je crois, vous êtes directeur médical de La Poste Santé et Autonomie, qui est une branche du groupe La Poste. Et vous menez à ce titre plusieurs expérimentations ou projets sur les sujets évidemment de prévention santé, de maintien à domicile et d'aller vers. Absolument. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter justement La Poste Santé et Autonomie ? Parce que finalement, la santé et la Poste, ça ne va pas de soi. Donc pourquoi la santé au sein du groupe La Poste ? Alors, la santé au sein du groupe La Poste est arrivée dans un second temps, après que La Poste, compte tenu de la numérisation de la société, a vu l'activité courrier baisser de manière importante. Et donc, il fallait trouver des relais de croissance, comme on dit dans l'entreprise, pour pouvoir justement compenser cette baisse de chiffre d'affaires. Et l'idée a été de capitaliser sur le réseau humain de proximité constitué par les facteurs et de leur proposer de faire d'autres choses que remettre le courrier. Donc, naturellement, ce lien de proximité avec les populations a conduit La Poste à envisager de voir comment La Poste pouvait accompagner le mouvement du maintien à domicile des populations fragiles, avec une fragilité que l'on prend sur l'angle soit de l'âge, soit de la maladie. Et donc trouver ainsi d'autres activités pour un réseau de proximité qui, sans ces nouvelles activités, partait à sa disparition et à sa perte. Ce qui aurait été inéluctable, parce que là, on n'aurait jamais pu reconstituer ce réseau avec cette telle densité. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples d'activités ou nous décrire d'ailleurs les différentes activités de La Poste Santé et Autonomie ? La Poste, c'est une société particulière, c'est une société privée qui a la particularité d'être avec des capitaux purement publics. C'est l'État l'actionnaire, avec la Caisse des dépôts et l'État, avec des missions de service public et entreprise à mission. Donc, tout ça fait que La Poste a un statut particulier, avec une partie donc société de droit privé, avec des impératifs commerciaux de rentabilité, c'est-à-dire que La Poste ne doit pas coûter, ne doit pas être en déficit, et un autre axe, je dirais, plus institutionnel, qui permet d'adresser des enjeux de société. Alors, au sein de La Poste, on a différents savoir-faire, différentes expertises, qui vont de la logistique, donc ça c'est le truc historique, courrier, colis, etc. Et une branche numérique, donc avec une filiale de La Poste qui s'appelle DocaPost, qui opère pour des grands systèmes. Et avec cette orientation stratégique vers le maintien à domicile et la santé, en fait, La Poste a acquis en fait en croissance externe différentes entreprises. Et donc on a un champ, si on le résume et si on le concentre autour de la santé, qui va du contact qu'on peut avoir avec les populations, les services humains de proximité, service à la personne, maintien à domicile, et puis toute une partie numérique en santé, qui va de, je dirais, si on veut être sur les grands systèmes, des logiciels des établissements hospitaliers, donc qui permettent aux établissements de fonctionner. On a également des compétences en termes de gestion des données, avec une capacité d'analyse des données, de croiser ces données avec les données de la sécurité sociale, notamment pour voir l'impact de certaines actions. On a également une société de conseil, et puis on a quelque chose de particulier qui fait le lien entre tout ce qui est humain et tout ce qui est numérique, une société qui s'appelle Careside et qui est en gros une plateforme, pour faire très simple et résumer, une plateforme de coordination de parcours et qui va permettre d'accompagner des patients ou des problématiques entre la ville
et l'hôpital, avec des capacités, alors pour être très concret, d'accompagnement d'un retour à domicile après une hospitalisation, où parfois c'est assez difficile. La mise en place de programmes de suivi de patients qui souffrent de pathologies chroniques sévères, en oncologie, en cardiologie, avec des modules de télémédecine, télésurveillance, téléexpertise, voilà. Et alors, vous disiez donc cette partie numérique, digitalisée, vous avez parlé des services à la personne sur le maintien à domicile. Est-ce que vous pouvez peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail? Donc, on a des activités de portage, je crois, des plateaux infirmiers. Effectivement, on vient remettre à jour des dispositifs médicaux à domicile, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu de ces activités du groupe? Bien sûr. Alors, ça part, là encore, d'un savoir-faire. On a parlé de la proximité humaine avec un réseau de postiers. Nous avons aussi des sociétés de services à la personne, donc qui vont opérer des services, une aide pour les services du quotidien, dont tout le monde peut bénéficier. Un axe aussi de maintien à domicile pour des populations qui ont besoin d'aide, un petit peu de nursing, où là on arrive sur des populations déjà plus vulnérables. Et puis, au sein de cette partie-là, nous avons aussi acquis une société de prestations de santé à domicile, où là, le métier, c'est de s'assurer que la prise en charge de certaines pathologies chroniques qui reposent sur des dispositifs médicaux peut être réalisée de manière efficace, simple, à domicile. Et là, il y en a un accompagnement à la fois des patients et un lien avec les prescripteurs. D'accord. Donc là, on a des expertises qu'on peut également mobiliser pour répondre à des enjeux ou des projets particuliers. Et alors, j'ai envie de vous dire, donc là, vous venez de nous expliquer, c'est pas les postiers qui opèrent, mais du coup, les postiers, dans tout ça, ils mènent quand même des actions de prévention santé ou d'aller vers, et ils participent, en fait, à la fois à une veille, j'ai envie de dire, santé des personnes qui sont peut-être plus éloignées de parcours de soins. Est-ce que là aussi, vous avez quelques exemples à nous partager et puis aussi nous expliquer comment on passe de la distribution de courrier à finalement veilleurs de santé, j'ai envie de les appeler comme ça, je sais pas. Oui. Alors cette proximité, donc elle est évidente. Elle avait déjà été mise en œuvre sur un programme que les personnes connaissent, puisqu'il y a eu de la communication à son sujet, qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Donc qui reposait déjà, et qui continue, sur un contact que des facteurs avec la population, et c'est une sorte de veille, veille sociale, ou de s'assurer que tout va bien, avec aussi la possibilité d'une proposition de service ou de mise en relation avec des associations, des acteurs dans les territoires qui proposent ces services. Quand on arrive sur le versant de la santé publique ou des programmes de prévention, se pose la question de la diffusion des programmes de prévention vers les populations cibles qui doivent en bénéficier ou qui peuvent en bénéficier. Donc, on a des actions de aller vers au sens tel qu'il est utilisé. On envoie des courriers de sensibilisation pour telle ou telle cause. On se rend compte que ça ne suffit pas. Et là, l'humain entre en jeu. Et on peut utiliser des facteurs pour pouvoir diffuser ces messages. En fait, la Poste, c'est un vecteur d'information. Donc, on peut apporter un message auprès d'une population cible avec une intervention humaine, ce qui permet d'améliorer la qualité, la compréhension et l'engagement des personnes. Avec, là, on peut, là encore, vecteur d'information, on peut poser des questions, on peut recueillir des informations concernant les personnes et leur proposer, en fonction de ce que l'on recueille, des programmes personnalisés pour telle ou telle cause. Donc, on a travaillé sur des questions de sensibilisation à la vaccination antigrippale, par exemple. D'accord. Et là, nous travaillons depuis 2018-2019 autour d'un programme de prévention de la perte d'autonomie qui s'appelle ICOP et qui est parti d'une démarche expérimentale en France basée sur un programme conçu par l'OMS avec la collaboration en France d'un centre de gériatrie qui fait référence dans le monde entier. C'est le CHU de Toulouse avec le professeur Vélas. Et ce programme, en fait, c'est un programme de prévention de la perte d'autonomie qui repose sur un protocole assez simple. On va aller, dans la population générale, repérer l'apparition de fragilité liée à l'âge.
C'est-à-dire que quand on vieillit, on n'est pas en pleine possession de toutes nos capacités fonctionnelles, comme on dit. La bonne nouvelle, c'est que le vieillissement arrive avec des fragilités qui apparaissent, qui évoluent. Et pendant un certain temps, ces fragilités sont réversibles. Elles sont réversibles si on met en regard de ces fragilités des programmes de prise en charge. Donc la question du repérage de l'apparition des fragilités et d'alerter quand elles existent est cruciale. Donc soit on est dans un monde curatif où le système de soins attend que les personnes viennent vers lui et peut évaluer, proposer des choses. Mais parfois trop tard. Parfois trop tard. Donc là, on est déjà dans de la prise en charge de quelque chose qui existe, qui a été identifié. Mais si on regarde en amont, ces fragilités ou ces conditions liées à l'âge apparaissent progressivement et parfois depuis longtemps. Donc tout l'enjeu, c'est de repérer en amont ces fragilités pour pouvoir proposer un lien vers l'évaluation clinique, pour proposer des programmes de prévention, où là, prévenir vaut mieux que guérir. On a des interventions qui vont permettre de ralentir ou de restaurer toutes les capacités fonctionnelles et donc de décaler d'autant l'entrée en perte d'autonomie ou en dépendance. Donc c'est un enjeu capital quand on regarde également l'évolution démographique. Bien sûr. Ouais. Puisque là, en fait, on a une vague démographique qui arrive. Concrètement, on va avoir une inversion de la pyramide des âges et associée à un allongement de l'espérance de vie, Tout à ce qui fait. est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Maintenant, l'espérance de vie allongée, c'est bien. Mais l'espérance de vie en bonne santé, on reste en bonne voilà. santé. Ouais. Donc, si on intervient suffisamment tôt, on va pouvoir agir pour que la durée de vie soit dans les meilleures conditions possibles, ce qui est très important puisque aujourd'hui, on va passer plus de 30% de notre temps de vie après 60 ans. Ouais. Donc, on va avoir en gros 3 grandes périodes dans notre vie. Si par exemple, on a fait des études longues ou pas, enfin, en gros, on a un tiers sur l'enfance, la formation, les études, etc. Ensuite, on rentre dans le monde du travail, c'est encore un tiers. Et puis, il nous restera un tiers à vivre, on l'espère, en bonne santé. Et on imagine que le regard sur ce vieillissement change complètement. Donc avant, quand on arrivait à l'âge de la retraite, on savait que c'était plutôt vers la fin. Oui, on arrive vers la oui. fin, pas forcément en bonne santé, etc. Aujourd'hui, il faut complètement changer ce regard. Et donc, se poser les questions de qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce tiers de vie soit en bonne santé, pour le bénéfice des personnes elles-mêmes, mais également pour la que le société. système de soins puisse tenir, puisque l'âge est le facteur de risque majeur de toutes les pathologies chroniques. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer très concrètement ICOP, comment ça marche? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un facteur qui vient à domicile? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, voilà. Comment, du début jusque finalement la prise en charge, si prise en charge Tout à fait. il y a? Alors, pour que le programme ICOP puisse être exécuté correctement, vous voyez bien qu'il va falloir que d'autres corps de métier Bien que sûr. les professionnels de santé puissent intervenir. Donc là, on parle des acteurs du domicile ou des acteurs de proximité. Donc la Poste en fait partie. D'accord. Pour ce qui est de la Poste, nous avons monté un programme mis en place, expérimenté avec le CHU de Toulouse, évalué de manière rigoureuse et scientifique, qui nous permet de montrer une efficacité. Et cette efficacité, elle passe sur la définition déjà de la recherche d'un territoire où on va expérimenter ce programme. D'accord. Ensuite, on fait une analyse démographique pour savoir en fait qui aller voir, donc sur des critères d'âge, des critères aussi de vulnérabilité, c'est important, puisque les personnes vulnérables, plutôt précaires, éloignées du système de soins, ne vont pas avoir toutes les ressources pour aller vers le soin quand quelque chose se passe mal. Donc, quand on a ciblé ces populations qui sont les plus à risque finalement, eh bien, on va les informer de ce programme qui se déploie sur le territoire. D'accord. Donc ça passe d'abord par un courrier qui est adressé à ces personnes. Ce courrier, il est bien évidemment co-signé puisque ces programmes sont construits avec différents acteurs, donc le soin, le département, enfin là. Donc ce courrier informe du programme, sensibilise à l'importance de la prévention et prévient, annonce qu'un facteur viendra dans les prochains jours pour en discuter. D'accord. Alors les personnes, bien évidemment, on suit toutes les règles, ont la possibilité de s'opposer à la démarche. Donc ensuite, un facteur, celui qui remet le courrier, donc se rend au domicile, réexplique le contenu du courrier, remet un document qui parle d'ICOP, et pour les personnes qui sont intéressées, va proposer
une mise en relation avec une équipe, cette fois-ci de facteurs que l'on appelle chez nous des facteurs services experts, spécifiquement formés à l'évaluation des fragilités avec le questionnaire ICOP, qui se rendra donc le jour convenu au domicile, qui réexpliquera tout, qui confirmera le consentement de la personne et qui réalisera l'évaluation des fragilités avec un questionnaire et des tests physiques sur la base d'un support numérique. Et l'intervention de la Poste s'arrête là. Nous recueillons l'information, nous allons faire la relation avec le service de prise en charge qui reconvoquera des personnes en fonction des alertes générées par ce questionnaire. Donc on l'a fait et ça fonctionne. ICOP a fait l'objet d'une expérimentation nationale sur ce mode. Nous avons collaboré dans certains centres. Et nous avons aussi travaillé avec d'autres centres qui ont souhaité déployer le programme ICOP en dehors du cadre assez contraint finalement de cette expérimentation nationale. Et là, on a pu, et c'était très intéressant, associer aux questions sanitaires finalement du questionnaire ICOP, des questions d'ordre social et médico-social. Donc là, on n'était plus uniquement sur le soin, mais on était dans un consortium finalement qui réunissait le CHU de Grenoble, le département de l'Isère, la Poste, le Gérontopole Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et on a pu créer un questionnaire avec finalement le repérage de fragilité également sociale. Donc l'isolement social, des difficultés de logement, des difficultés économiques, alors là, c'est ça Alors tout dépend dans ce cadre où on complète le questionnaire ICOP des enjeux du département. Là, ce qui était intéressant pour le département de l'Isère, c'était d'explorer la question de l'isolement, donc la solitude, l'isolement social. D'accord. La question également du non-recours au droit. Et des difficultés pour les personnes à aller jusqu'au bout de la démarche administrative. D'accord. Et là, on a pu avoir des fragilités sociales qui ont été prises en charge par des acteurs du département, tout comme les fragilités sanitaires étaient prises en charge par les acteurs du soin, qui étaient alors le CHU bien sûr, mais également ce type de programme. Il faut bien comprendre que ce sont des programmes de territoire. Et donc là, il faut travailler avec tous les acteurs du territoire. Donc les organisations de soins, qu'elles soient hospitalières ou de ville, les CPTS, les DAC, voilà, j'en oublie évidemment. D'accord. Et alors, je voudrais revenir sur le rôle des facteurs. Oui. Ces facteurs experts, est-ce que vous pouvez nous dire justement comment ça a été accepté, ce nouveau rôle qu'ils ont eu à jouer, et puis peut-être comment ils ont été formés, comment ils sont accompagnés, et puis leur retour peut-être aussi d'expérience. Enfin, est-ce qu'ils sont contents de cette nouvelle mission Quel regard ils portent sur l'expérimentation? Alors, effectivement, ce sont des bonnes questions sur les questions que la Poste s'est posées, bien évidemment, quand on a démarré. Est-ce que les facteurs étaient d'accord? Est-ce qu'ils allaient adhérer à cette nouvelle mission? Est-ce qu'on ne les exposait pas à un risque psychosocial, parce qu'ils pouvaient être amenés à être devant des situations difficiles à gérer? Enfin voilà, toutes ces questions, on se les est posées. Et finalement, quand on a expérimenté, on s'est rendu compte que les facteurs étaient ravis de ce qu'on leur demandait, en fait, de contribution à un programme pour le bien commun, où ils trouvaient du sens à leur métier, donc le sens qu'ils ont déjà, puisque ce sont des acteurs de lien social, et être en lien avec des populations qui ont besoin d'aide et à qui on va proposer quelque chose pour améliorer leurs conditions, ils adhèrent totalement. Donc on a expérimenté, les retours d'expérience sont très bons, à la fois, il faut aussi le dire, des bénéficiaires eux-mêmes et des facteurs, et en général, ils en redemandent. Et on le comprend. On a un angle qui est différent de celui que peuvent apporter les soignants. Quand un facteur va parler d'un programme de prévention, alors il reste dans son rôle, on n'est pas des soignants et on ne le sera jamais, mais dans la sensibilisation, dans l'explication pour améliorer ce qu'on appelle la littératie en santé, eh bien, on se rend compte que les messages passent beaucoup plus facilement parce qu'il y a une sorte de communication entre pairs. La population, d'un point de vue sociologique des facteurs, est la même que celle des personnes qu'ils vont voir. Il n'y a pas d'effet blouse blanche. Et les retours d'expérience qu'on a pu voir quand on a évalué les programmes, eh bien, les bénéficiaires eux-mêmes disent « je comprends ce qu'on me dit, je n'ai pas peur de poser des questions ». Oui. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas cette forme d'autocensure ou de frein.
Ouais. Et finalement, elles adhèrent. Et alors, j'ai une question qui me vient. Est-ce que ça a eu un effet chez les facteurs sur leur propre conscience de leur santé et de leurs actions de prévention santé? Parce que finalement, c'est vrai que souvent, quand on est amené à parler santé à quelqu'un d'autre, on se met à réfléchir sur soi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez observé? Alors, c'est une bonne question. Alors, qu'on n'est pas allé chercher, D'accord. pour être juste, Ouais. mais qu'on a vu en retour. C'est-à-dire que les facteurs qui participent à ce programme, eh bien, soit se sont évalués eux-mêmes, Ok. soit ont proposé l'évaluation à leur entourage, Mhm. et ont probablement été plus sensibles justement à ces messages de prévention qui portent en plus sur des axes de la vie courante. Le programme ICOP explore l'audition, la vision. Mhm. Bon, c'est simple, mais également la nutrition, donc pour pouvoir repérer des situations de dénutrition et d'impact sur le tonus musculaire, Bien sûr. voilà, pour le maintien de l'activité. Ouais. On repère également ce qu'on appelle pudiquement dans le programme ICOP l'humeur. En gros, c'est le syndrome prédépressif ou autre. Et puis les troubles cognitifs. Ok. Donc à travers quelques tests. Donc on se rend compte que ça induit aussi à la fois peut-être des comportements plus vertueux. Le programme ICOP ne fait pas qu'évaluer, mais propose également je dirais Des des petites solutions à mettre conseils, en de œuvre. bonnes pratiques et autres, Mhm. même pour les personnes qui ne présentent pas de fragilité. Ensuite, celles qui ont des fragilités, eh bien, on se rend compte qu'à partir d'un certain âge, eh bien, c'est la majorité des personnes. Et ces fragilités peuvent être, quand elles sont explorées, à l'origine de repérage de situations précoces, soit de risque d'évolution de maladies d'Alzheimer ou apparentées, soit de risque de dénutrition et tout ce que ça engendre comme conséquence, notamment sur un autre point crucial qui est le risque de chute, soit sur le risque également de syndrome dépressif, qui là vont avoir un impact, là encore, sur l'isolement, sur la diminution de l'activité et la volonté de faire des choses. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques chiffres en grande masse, mais sur voilà, les territoires concernés, les personnes que ça a touché Alors, l'expérimentation nationale a porté sur 13 centres D'accord. en France. Elle a permis de repérer... si je prends l'expérimentation nationale et son prolongement au total en France, puisque toutes les informations sont recensées dans la base de données du CHU de Toulouse, on est à peu près à 100 000 personnes qui ont été évaluées. Donc c'est pas mal. Alors, c'est pas beaucoup par rapport à la population, mais on est sur une phase expérimentale. Donc, à peu près 100 000 personnes, je dirais environ 20 000 personnes ont bénéficié d'une évaluation plus approfondie de leur fragilité. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que seulement 20% de ces personnes avaient une fragilité, mais qui le justifiaient. Et aujourd'hui, on est à un moment où le programme ICOP va être déployé au niveau national. D'accord. C'est acté dans la loi Bien vieillir de 2024. Et on commence aujourd'hui à avoir des initiatives des tutelles pour promouvoir le programme ICOP. Okay. Alors, la promotion du programme ICOP aujourd'hui, elle passe d'abord dans un premier temps sur l'auto-évaluation. Par les personnes elles-mêmes. Par les personnes elles-mêmes. J'en ai pas parlé, mais si vous voulez diffuser un programme à très large échelle, on ne peut pas reposer uniquement sur de facteurs humains. Okay. Donc le numérique entre en jeu, puisque je vous ai dit que l'évaluation se fait à partir d'un outil numérique. Et on a une application qui peut être téléchargée sur les stores pour que les personnes s'auto-évaluent elles-mêmes. Donc on a en France 3 applications qui sont dans mon espace santé. D'accord. Et que les personnes peuvent aller chercher pour s'auto-évaluer. Donc l'auto-évaluation est importante et c'est ce qui va être d'abord dans un premier temps promu par les tutelles. Alors après se pose la question de la capacité des seniors à s'auto-évaluer, l'usage du numérique, etc. Pour ce qui est de la Poste, alors nous avons... je vous ai mentionné participer à un gros programme en dehors de cette expérimentation nationale. Nous avons également collaboré avec des centres expérimentateurs pour justement les aider à aller au contact des populations cibles, plutôt vulnérables, plutôt éloignées du soin, donc qui pouvaient être incluses dans ce programme de prévention. Aujourd'hui, la Poste a réalisé à peu près 5000 évaluations de seniors. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde
l'efficacité du modèle proposé par la Poste, on se rend compte que environ un tiers des personnes que les facteurs vont voir adhèrent au programme. Oui, donc c'est Donc, un si vous très le mettez bon taux. en regard Ouais. du aller vers, je dirais, standard, où on va juste solliciter les personnes en leur donnant de l'information pour qu'elles s'engagent elles-mêmes, c'est sans commune mesure une efficacité du contact humain. C'est-à-dire que le numérique, c'est bien, et c'est indispensable pour la diffusion de ce type de programme, mais sur certaines populations, le contact humain est essentiel. On a également travaillé sur comment améliorer l'efficacité et l'adhésion des personnes pour l'auto-évaluation. Et on s'est rendu compte qu'en gros, on a plusieurs catégories de seniors, ceux qui sont à l'aise avec le numérique, et si on leur donne toutes ces informations pour pouvoir s'auto-évaluer, ils le font. Certaines sont usagers du numérique, mais pas suffisamment autonomes pour pouvoir s'autonomiser sur justement l'auto-évaluation. Et là, on va les inviter à des ateliers de prévention et des ateliers numériques où on va les aider à acquérir justement ces connaissances. Et puis, une frange de la population sera complètement hermétique au numérique. Et là, il faut conserver cette capacité d'aller à leur contact et d'évaluer leur fragilité. Donc, sur les actions de la Poste, donc, environ un tiers adhèrent. Nous avons réalisé 5000 évaluations des fragilités. Et pour passer à l'étape suivante de l'évaluation clinique, soit les personnes ont leur score et sont invitées à aller en parler à leur médecin traitant ou sont contactées par un centre où il y a une organisation pour ICOP. Et là, donc, comme je vous le disais, à peu près 20% dans l'expérimentation. Ouais. Soit on met aussi de l'humain pour contacter les personnes et les aider à comprendre l'intérêt d'explorer les fragilités qui sont relevées. Et là, on a 80% des personnes qui vont à l'étape suivante de l'évaluation clinique. D'accord, oui. Alors, c'est des très bons taux de retour pour un programme de prévention maintenant, et de repérage. On est dans un cadre expérimental. Si on parle d'une diffusion beaucoup plus large dans la vraie vie, on n'aura pas la ressource pour faire cela. Mais on sait que ça fonctionne. Et donc, on est en train de travailler sur une forme d'automatisation, je vais dire, du repérage et surtout de l'orientation vers les bons professionnels des fragilités qui vont être relevées. Et là, on continue dans ce sens-là. Donc, on saura si on a une efficacité qui est maintenue. Il semble que oui, mais je peux pas. Enfin, c'est trop tôt pour pouvoir l'affirmer complètement. Donc, on passe à une autre phase où on va orienter vers des professionnels qui s'engagent dans le programme ICOP pour pouvoir justement atteindre cet enjeu de repérer des personnes fragiles et de les intégrer dans une filière de prise en charge qui va permettre de prévenir leur perte d'autonomie et l'entrée en dépendance. Parce que c'est ça l'enjeu. Bien sûr. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est si on y arrive que l'on réussira à sauvegarder le système de soins et l'organisation de prise en charge en France. Et donc là, finalement, la Poste était non seulement dans l'expérimentation de départ, qu'elle a poursuivi sur d'autres territoires, et vous allez continuer à être un acteur du dispositif, y compris dans sa mise à l'échelle et dans peut-être à nouveau des expérimentations un peu parallèles pour améliorer le dispositif, c'est ça? Absolument, absolument. Alors, on va continuer d'expérimenter. Oui. Parce qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Et comme je viens de vous le dire, le modèle doit évoluer pour passer à l'échelle. Oui. Et une très bonne nouvelle, c'est que la Poste a également été identifiée comme un acteur, j'allais dire labellisé, pour aider les départements et l'organisation donc territoriale de repérage et de prise en charge des personnes, de ce type de personnes, donc ce profil, pour participer à ce qu'on appelle le SPDA, c'est le Service public départemental de l'autonomie, qui est une modalité d'organisation, de prise en charge, de fléchage de populations qui ont besoin d'aide. Et à ce titre, la Poste fait partie des acteurs qui officiellement peuvent contribuer au programme ICOP, puisque le programme ICOP est connecté à ce SPDA. D'accord. Et c'est probablement du fait de la nature même de ce qu'est la Poste que nous arrivons justement à ce niveau-là. Et là, ça ne veut pas dire que la Poste a une situation d'exclusivité, bien évidemment, puisque le programme ICOP est un programme de responsabilité populationnelle, où tous les acteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration de la prise en charge
vont contribuer. Donc la Poste, aux côtés d'associations locales, à côté de structures de services à la personne, d'auxiliaires de vie. Donc toutes les personnes qui sont en contact avec cette population cible peuvent être des vecteurs d'information et de conviction pour pouvoir les ramener vers ce programme de prévention de la perte d'autonomie. Donc les enjeux, c'est effectivement la cartographie des acteurs sur un territoire donné et la coordination de ces acteurs. Alors il y a ça, et puis également comment aider les départements, puisque même si l'encre n'est pas encore complètement sèche, les conditions de diffusion du programme ICOP vont reposer sur une décentralisation des actions à l'échelle d'un département. Donc comment aider les départements qui ont dans leur feuille de route, bien évidemment, la prévention de la perte d'autonomie et l'accompagnement de ces populations, comment aider les départements à réussir le déploiement national du programme ICOP, puisque les tutelles comptent sur les départements. Les tutelles vont proposer également des financements dans le cadre d'appels à projets pour financer des actions complémentaires utiles et spécifiques à chaque département. Et là, nous mettons à disposition notre savoir-faire pour pouvoir travailler au niveau territorial sur des programmes soutenus par les départements et les acteurs du territoire pour réussir justement à recruter et proposer aux personnes qui ont besoin d'aide de bénéficier du programme ICOP. Et alors, tout à l'heure, vous nous disiez que le programme ICOP, il est porté par l'OMS. Est-ce que vous avez connaissance d'autres pays qui l'ont développé avec succès ou d'autres peut-être moins, et est-ce que finalement d'autres pays sont appuyés aussi sur le réseau des facteurs, ou est-ce que c'est une démarche complètement différente et une autre organisation? Alors c'est effectivement un programme mondial. Au tout début de l'histoire, enfin pour ce qui me concerne, donc 2018-2020, le CHU de Toulouse était porteur d'un programme pilote pour le compte de l'OMS. D'accord. Pour voir si ce programme pouvait être mis en place dans les conditions de vie réelle. Donc l'OMS avait quelques pays centres, dont la France, et en Europe, il n'y en avait pas beaucoup, c'était Espagne et France. D'accord, ok. Ensuite, donc, l'évolution du programme a été diffusée au niveau mondial. Alors je ne sais pas de manière précise où en sont les autres pays, mais la France, qui fait référence, a été contactée par beaucoup de pays européens, d'Asie, d'Amérique du Sud notamment, pour voir comment on avait réussi, puisqu'on était un petit peu en avance de phase, à gérer ce programme ICOP. Donc ça tourne, le partage d'expérience se fait. Et pour ce qui est de la participation des postes, donc dans chaque pays, eh bien chaque pays a sa propre organisation. Je crois que la France est le seul pays qui, devant la baisse de l'activité courrier, a réussi à maintenir son réseau de proximité grâce à d'autres missions confiées aux facteurs. Donc, de manière très simple et facile, si on regarde d'un point de vue uniquement économique, il y a une baisse d'activité, on réduit la voilure, on diminue, je dirais, soit la fréquence de remise du courrier, soit la population des facteurs. Malheureusement, voilà, quand on fait ce chemin, on ne revient pas en arrière. Donc, la participation de la Poste comme diffuseur de l'information, agent, alors j'y vais peut-être un petit peu fort, mais on a été qualifié il y a quelque temps par la DGS comme finalement la Poste et ses facteurs pourraient être un agent de santé publique. Bien sûr. En tout cas, c'est l'impression, clairement, ce programme, on a vraiment cette vision-là d'un acteur de santé publique. En restant bien à notre place et en collaborant et en travaillant pour le compte et en collaboration avec les professionnels de santé notamment. Donc cette position d'agent de santé publique, on ne la trouve pas ailleurs. Faute de postier, et puis faute aussi d'organisation. On a été sollicité sur un programme transfrontalier franco-espagnol, et la France... alors là, c'était là encore le CHU de Toulouse, souhaitait voir si les Espagnols étaient capables d'utiliser un petit peu le même modèle de collaboration avec la Poste et un réseau de proximité. Il se trouve qu'en Espagne, c'est pas possible. D'accord. Mais ils peuvent se reposer sur un autre acteur de proximité qui est la Croix-Rouge. Donc vous voyez, il n'y a pas d'exclusivité. Et en France, la Poste peut également collaborer, et on l'a fait sur des questions, notamment sur l'isolement,
On a réfléchi, travaillé avec Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge française, enfin... Et alors, donc là, on a parlé d'un programme vraiment spécifique qui s'appelait ICOP. Est-ce qu'il y a d'autres programmes, soit que la Poste a réalisé, soit auxquels la Poste s'est intéressée parce qu'elle a répondu à des appels à projets et vous avez réfléchi à d'autres solutions, d'autres formes d'action que vous pourriez mener? Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors, le programme... le programme ICOP, j'aime bien en parler parce que c'est un cas d'usage qui illustre bien ce que l'on peut faire avec des solutions et des expertises qui existent. Je vous parlais d'une solution numérique de parcours. Cette solution numérique de parcours, on l'a utilisée notamment pour créer le parcours ICOP en Isère. Si vous remplacez le mot ICOP par le mot vaccination, ça marche. On a travaillé sur la vaccination. On travaille encore, on réfléchit avec des acteurs pour promouvoir. Et ces acteurs, ils sont soit des organisations de prise en charge, soit des tutelles. On discute avec certaines ARS pour voir comment on peut améliorer la couverture vaccinale antigrippale. C'est un autre enjeu. Donc là, il y a du aller vers, il y a de la coordination, du fléchage. Donc on est un peu dans ce même esprit. Donc la vaccination. On a répondu à des appels à projets pour lesquels on n'a pas été lauréat, malheureusement. Il y a eu une grande vague de gros appels à projets. Un sur la vaccination, le parcours vaccinal des seniors. Donc grippe, Covid, pneumocoque, zona, enfin voilà. Donc, on n'est pas très bon sur la vaccination. On a également travaillé sur le suivi de pathologies sévères en oncologie. Donc, comment accompagner des patients atteints de cancer qui ont des chimiothérapies en centre sur leur parcours et partager l'information entre l'hôpital et la ville. Ça aussi, c'est un autre enjeu. On peut travailler donc sur les maladies chroniques. On a travaillé également, et là, cette fois-ci, on a été lauréat d'un appel à projet sur la prévention de la survenue de complications aiguës des patients qui sont insuffisants respiratoires, qui ont une maladie qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui évolue par poussée. Et ces poussées, on peut les éviter si on repère suffisamment tôt des signes annonciateurs de la poussée. Et donc, on peut organiser une meilleure prise en charge. On le fait également sur l'insuffisance cardiaque, qui évolue aussi par poussée. Donc, on est un peu dans le même système. On a l'apparition de situations aiguës, qui sont précédés de signaux faibles, qui, s'ils sont repérés, permettent d'agir avant que cela intervienne. Et donc, ça nous amène aussi à une autre question très importante, c'est que le système de soins qui a été construit pour traiter, pour prendre en charge des situations aiguës, des pathologies, doit évoluer vers davantage de prévention. Tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour répondre à une demande accrue et de sollicitation du système de soins sur le tout curatif. Et c'est là que l'aller vers fait sens, parce que ça permet de faire de la prévention au plus près sur les territoires et au plus près des personnes concernées, c'est ça. Et puis une autre dimension qui peut-être vous intéressera aussi, c'est que la capacité d'aller vers, si elle est mal formulée, eh bien, ne va pas être à 100% efficace. Donc, on s'est rendu compte, d'abord sur la question de la vaccination, ensuite sur la question de l'abord de la question des fragilités liées à l'âge, que la manière d'adresser le message est capitale. Voilà. Si on va sur des choses très rationnelles, par exemple la vaccination. La vaccination altruiste, malheureusement, ça ne marche pas. La vaccination pour protéger les membres de sa famille, les personnes âgées, ça intéresse un peu plus, mais ça ne mobilise pas non plus les foules. Donc, si on reste sur le message de « vous devez vous faire vacciner parce que votre situation permettra d'éviter telle maladie ou telle mortalité », les gens n'adhèrent pas. Il faut réussir à leur parler d'eux-mêmes. Il y a un adage « parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Donc, il faut réussir à le faire. Et on s'est rendu compte que sur le vieillissement, arriver avec un message sur la perte d'autonomie, la perte des capacités, le vieillissement, ce n'est pas efficace. Il faut avoir un autre angle, c'est c'est le bien vieillir, c'est l'art de bien vieillir. C'était un des axes qu'on avait développé. Et l'art du bien vieillir, c'est comment je peux continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, qui est important pour moi.
quand je sais que je vais vivre longtemps. Voilà, il faut essayer de trouver le bon angle. Les bons angles. Et là, on a encore des progrès à faire. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même ce que vous venez d'expliquer, on le voit depuis quelques années, mais c'est quand même un grand changement dans la manière de faire de la prévention, puisqu'avant, on était sur de la prévention sur des grands thèmes de santé, mais qui s'adressaient à l'ensemble de la population, parce qu'on était effectivement dans cette mission de santé publique généraliste, on va dire. Et là, on commence à avoir vraiment des messages plus ciblés, population par population, et voilà, avec des angles d'approche effectivement adaptés à chacun. Absolument. C'est ce que vous décrivez. Et il faut aller dans la sous-catégorie. Si vous adressez un message sur la prévention du cancer colorectal, par exemple, avec un courrier, et vous invitez les gens à faire leur test, bon, c'est bien, ça sensibilise, mais on n'est pas dans une efficacité attendue. Si on réussit, alors là je suis dans un cadre très théorique, au sein de cette population, à s'adresser de manière différente à des personnes qui auraient un risque accru parce que exposition professionnelle ou autre, et qu'on prend la peine ou qu'on trouve le bon canal pour leur expliquer l'enjeu, on aura peut-être et probablement de meilleurs résultats. On a été sollicité pour des études sur justement comment améliorer la littératie en santé pour des populations à risque de cancer. Voilà, donc on a beaucoup réfléchi, travaillé, voir quel protocole pouvait être mis en œuvre. Mais bon, c'est la vie. Enfin, sur tant de candidats, il y a peu d'élus. Enfin, on n'est pas arrivé encore jusqu'au bout. Mais tout ça n'est pas perdu, parce qu'on y reviendra, forcément. Donc c'est à la fois faire grandir les gens sur leur connaissance et leur propre culture de santé, et en même temps mieux les connaître en amont. Donc ça repose la question qu'on abordait au tout début des données de santé, pour mieux cibler aussi certaines populations dans ces programmes de prévention. Oui, alors ça, c'est là aussi un sujet qui est sensible, parce que les données de santé, elles ne sont pas comme ça accessibles à tous. Mais avec une bonne collaboration avec les autorités de santé, les CEPAM et autres, on a par exemple réussi au moment du Covid à expérimenter un modèle justement de aller vers auprès d'une population de seniors, dans un département qui était déjà un taux de vaccination anti-Covid important, en collaboration avec la CEPAM, qui nous a partagé, ou du moins qui nous a, pas partagé les données, qui nous a envoyé vers des populations qu'elles avaient, elles, dans leur fichier. Et on a pu améliorer le taux de couverture vaccinale parce qu'on a repéré des situations de personnes qui n'étaient pas anti-vax, mais qui ne pouvaient pas se faire vacciner parce qu'elles n'arrivaient pas à prendre rendez-vous, il n'y avait pas d'infirmier, elles ne voulaient pas laisser la personne aider. Voilà. Donc il y a des solutions simples, mais encore faut-il comprendre et identifier cela. Alors là, on est dans du sur-mesure, mais c'est intéressant pour nourrir la réflexion, justement, de la réussite de programmes et de la diffusion de programmes de prévention. D'accord. Alors, on arrive à la fin. Comment est perçue la Poste par les autres acteurs de santé ? Est-ce que, parce que ça peut étonner peut-être encore certains. Alors, c'est peut-être mieux connu des professionnels de santé, votre rôle, mais peut-être que ça étonne encore. Et du coup, c'est quoi à la fois le positionnement de la Poste dans l'écosystème global et puis la perception des autres acteurs ? Alors ça, c'est une très bonne question qui... alors, on se l'est posée et on l'a vécu, voire subi. C'est-à-dire que voir arriver un acteur comme la Poste sur ce type de questions, c'est pas naturel. Voilà. Donc au début, on a eu des questions, des interrogations. Qu'est-ce que la Poste vient faire dans la prévention ? Qu'est-ce que la Poste vient faire dans la santé ? Vous voyez qu'on était assez loin des limites que nous nous fixons de toute manière. Remettez le courrier, déjà, ce sera bien et on verra. Donc cette première réaction, que je comprends, une fois qu'on a l'opportunité, l'occasion, qui n'a pas toujours été le cas au départ, d'expliquer comment on peut contribuer à la prise en charge, et quand on arrive avec des éléments de preuve et des retours d'expérience qui rassurent, finalement se lève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas dans la situation d'il y a 5 ans. Bien sûr. Il y a 5 ans, on était regardé un petit peu... Aujourd'hui, du fait de preuves de l'efficacité de nos actions, nous avons également communiqué lors de congrès, de gériatrie, sur ce que nous avons fait. On a fait du partage d'expérience.
nos partenaires soignants ou des territoires ont également partagé leur retour d'expérience sur la collaboration. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus facile. Ce qui nous a permis de compter, comme je vous le disais tout à l'heure, parmi les acteurs qui peuvent promouvoir ce type de programme. Alors, maintenant, on est connu des gens qui nous connaissent, et ce travail restera à faire de toute manière quand on va diffuser le programme au-delà des périmètres déjà impliqués dans le programme ICOP, par exemple, mais ça fonctionne. Et quand on discute, même avec soit des tutelles, des ARS ou des soignants, de ce que nous pouvons faire, quand on s'adresse à des personnes qui sont déjà sensibilisées à ces questions et qui souhaitent s'investir dans la diffusion de programmes de prévention, ils comprennent. Et ils voient bien que la complémentarité est intéressante. Et ils voient bien aussi qu'on a une capacité à la Poste de nous introduire, non, de nous intégrer dans des groupes et de travailler ensemble dans de la co-construction, en restant à notre place. Également, quand on propose quelque chose, c'est pas pertinent, on l'abandonne, ou on s'appuie sur un acteur du territoire qui n'est pas la Poste, parce qu'il faut surtout pas perturber les équilibres existants. D'accord. Alors, Omar Beloussif, merci beaucoup pour cet échange. Dans ce podcast, on a une tradition, on demande à l'invité précédent de poser une question à l'invité du jour. Et donc, c'est Margot Secaldi, qui est directrice de la prévention chez Doctolib, qui va vous poser une question. On l'écoute. La question que j'aimerais poser à Omar Beloussif, c'est comment la Poste pourrait-elle s'inscrire dans une démarche de responsabilité populationnelle ? Alors, le principe de la responsabilité populationnelle, comme on l'a dit, c'est la contribution de tous les acteurs en fonction, je dirais, de l'état ou du degré d'évolution d'une maladie pour justement améliorer cette prise en charge. Donc, le ICOP, c'est un programme de responsabilité populationnelle. Il en existe d'autres qui ont été expérimentés dans un cadre rigoureux et donc sont émergés un programme de responsabilité populationnelle dans l'insuffisance cardiaque et un programme de responsabilité populationnelle dans le diabète. Alors tout cela, c'est sous la houlette l'expertise de la Fédération hospitalière de France, la FHF, et on a travaillé, réfléchi justement à une forme de continuité, là encore, de mise en relation entre différents programmes pour améliorer les objectifs et l'efficacité de la responsabilité populationnelle. Quand on se dit que le programme ICOP va permettre de repérer au sein de la population générale des populations fragiles, âgées, on sait que, comme on l'a dit, l'âge est un facteur de risque de maladie chronique. On va pouvoir repérer, déceler ou identifier des personnes qui sont insuffisantes cardiaques, qui sont diabétiques et qui peuvent, avec cet angle de prise en charge et d'exploration avec ICOP, être mises en relation dans une forme de continuité de prise en charge avec d'autres programmes de responsabilité populationnelle pure et dure, cela, comme l'insuffisance cardiaque, le diabète, mais il en existe d'autres. Et donc avoir, là encore, une démarche qui va contribuer à l'évolution de la prise en charge du curatif vers le préventif, ou du moins vers une forme de prise en charge holistique de la personne et sortir des silos pathologie par pathologie. Donc en cela, la responsabilité populationnelle est un objectif à aller chercher, à atteindre. C'est pas simple. Ça intéresse beaucoup de monde, mais concrètement, on n'y est pas encore. Et des acteurs comme la Poste, je dis des acteurs comme la Poste parce qu'il n'y a pas que la Poste, peuvent également contribuer à la diffusion des programmes, à la participation des personnes, à l'apport en termes de savoir-faire. Je vous ai dit que la Poste, c'est de l'humain, du numérique, des outils de parcours numérique, des outils d'analyse à partir de données et des outils également d'évaluation avec des études d'impact et des études médico-économiques. Donc participer à la mise en œuvre, à l'évaluation et à, je dirais, le déploiement de ce type de programme. Merci pour cette réponse à Margot Secaldi.
C'est votre tour maintenant de poser une question à notre invitée suivante. Et nous aurons le mois prochain le plaisir d'accueillir Caroline Henry, qui est avocate, notamment spécialiste des données de santé et des innovations en santé. Donc, je vous laisse lui poser une question. Voilà, beaucoup de questions se posent. Alors, moi, j'aurais une question à lui poser. Si on se projette à 2030, c'est proche. Quelles seraient les évolutions à la fois du système, mais également des mises en garde à proposer sur le plan réglementaire, éthique, pour une bonne gestion des données de santé et pourquoi pas l'usage de l'IA, puisque ce sont des questions clés, donc éthique, réglementation et efficacité pour, là encore, améliorer la prise en charge. Merci pour cette question. Effectivement, c'est un vaste programme. On a hâte d'entendre sa réponse. Merci encore, Omar Bellousif, pour cet entretien. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode d'Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April.